Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Farida. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on reçoit la CB, c'est toujours avec plaisir. Pour des travaux souvent de qualité et qui éclairent un peu l'entendement du monde kabyle. Aujourd'hui, ça sera autour de la chanson kabyle. Tu es entrepreneur, tu travailles à l'INALCO aujourd'hui depuis 2-3 ans maintenant. Non, 7 ans. 7 ans. Le temps passe vite. Et tu es donc maître de conférence à l'INALCO, tu es docteur en anthropologie spécialisé dans les cultures et littératures d'Afrique du Nord. On t'a déjà reçu pour plusieurs livres. Et ce soir, donc, il sera question de ce livre, de Mazaouia à l'Olympia, recherche sur la chanson kabyle. Alors, il faut dire que ce livre est un recueil d'articles ou de présentations lors d'un colloque, et que ce colloque a eu lieu en 2008. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot déjà sur le colloque qui s'est fait de Béjaïa en 2008 et pourquoi avoir attendu si longtemps pour publier les actes du dit colloque? Alors, cette question, c'est, je te remercie de me la poser déjà. Ça nécessite un livre sur le livre. Allons-y, on a un peu de temps. Pourquoi? Déjà, c'est une première. C'est la première fois qu'il y a eu un colloque sur la chanson kabyle. Donc c'était dans le cadre du Festival de la chanson et de la musique kabyle qui a eu lieu à Sgayes. Et j'avais été contactée pour organiser un colloque et c'était dans mes cordes. Et donc pendant tout l'été 2008, j'avais contacté autour de moi toutes les personnes qui étaient susceptibles de répondre à l'appel. Et donc c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est on a accepté les personnes qui ont bien voulu proposer donc ce qu'on appelle une communication. Et donc ça a duré 3 jours. Mais il n'y avait pas que le colloque, il y avait aussi des projections de films, dont le film sur Hanifa de Hamdan Iftimi. Il y avait eu un débat sur le cinéma autour de la chanson aussi. C'était assez intéressant, même très intéressant. Et j'ai tenu absolument à ce que ce soit filmé, même les débats au niveau du public, qui étaient très intéressants. Je voulais l'intégrer, c'est-à-dire suite à chaque communication, faire questions-réponses du public les questions du public et les réponses, ou bien les interventions et les réponses des intervenants. Alors, le colloque s'est très bien déroulé, mais au moment où il fallait donc commencer la fabrication du livre en tant qu'éditrice scientifique, j'ai demandé à ce qu'on me donne les enregistrements que j'avais demandés. Je vous la donne en 1000. Les enregistrements avaient, entre guillemets, disparu, m'a-t-on répondu. J'étais très en colère parce que j'avais compté sur les techniciens dont c'était le boulot. Moi je n'y crois pas de toute façon que les enregistrements aient disparu. Donc il me restait qu'une chose, c'était de récupérer heureusement que les communications, les intervenants avaient leurs communications et donc ils nous les ont données, et comme convenu, ils devaient sortir en 2009. Là aussi, deuxième sale coup, le travail qui a été fait par la personne qui devait le faire n'était pas à la hauteur du colloque. C'était vraiment on a l'impression que c'était une brochure du ministère, c'était très mal fait, l'écriture était à l'envers pour la légende des photos, bref. Et donc ça m'est resté en travers de la gorge, et donc de 2009 jusqu'en 2024, j'ai pas arrêté. Je me suis dit, il faut absolument que ça mérite que les actes de ce colloque sortent, d'abord pour moi, mais surtout pour les personnes qui ont travaillé, et
et en particulier les personnes qui étaient déjà décédées. Donc c'est la raison pour laquelle, donc de 2008 jusqu'en 2024... 15 ans non, 2009 à 24, pardon, oui, pas sûr. Tout à l'heure j'étais en retard, maintenant je suis à l'avance, on est en 26. Donc en 2024, et heureusement, bon, comment il s'appelle, Arsqi Aïtlarbi des éditions Coucou a fait du bon travail. Et comme vous le voyez ici, on a une très très jolie photo de Nouara et Chérif Khdem qui m'a été donnée par monsieur Mahfoud Dianat, très aimablement. Et c'était donc Nouara et Chérif Khdem à Sidi Aïch. Ils allaient chanter, donc voilà, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, sur le contexte, sur le colloque. Un mot sur le titre du livre. Qui a choisi ce titre et pourquoi? Ce sera d'ailleurs une façon de rendre hommage à la personne qui a choisi ce titre, si j'ai bien lu le livre. Oui. Oui, alors de la Zaouia à l'Olympia, c'est le titre de Claude Lefébure, qui était donc le parrain scientifique du festival et qui était mon collègue. Il était chercheur au CNRS, malheureusement il est mort en 2020 du Covid. Et donc il était avec nous à Afgaïeuf, et quand on a travaillé sur les actes du colloque, je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce qu'on peut prendre ce titre pour... il était d'accord. Alors pourquoi le titre? Parce que de la Zaouia à l'Olympia, on peut penser d'abord et avant tout à Brahim Izri, et puis à Chérif Khdem évidemment, à Zarouki Allawa, etc. Et c'est là que donc m'est venue cette idée de retracer, il y en a d'autres, il y en a d'autres aussi qui ne sont pas très connus, qui sont allés dans les Zaouia pour être soit formés, soit devenir imam comme Zarouki Allawa, comme Chérif Khdem, comme Al-Hasnaoui, etc. Et d'autres qui ont juste étudié ou qui étaient là de passage. Bon, c'est pas le cas de Brahim Izri, puisque donc la Zaouia Al-Hajj Al-Qasim, il pratiquait la musique soufie. Donc voilà, c'était le titre de Claude Lefébure. On l'a fait de son vivant, et donc voilà. Oui, parce que comme tous les titres qui sonnent comme ça, qui ont une qualité de communication et de rester en tête, il y a quelque chose de symbolique, mais aussi quelque chose de réducteur. Parce que tout le monde n'est pas passé par la Zaouia et tout le monde n'a pas fait l'Olympia. Donc ça, c'est le côté réducteur. Mais il y a aussi, en lisant ce livre, je me suis rendu compte que il y a peut-être la Zaouia, mais le cercle des femmes semble très important dans l'émergence de cette chanson kabyle, ici largement portée par des hommes, et que ça aurait très bien pu être de ce cercle des femmes à l'Olympia, plutôt que de la Zaouia à l'Olympia. Et ce qui en rend compte, c'est à la fois un texte consacré à Taous Amrouche et le texte de Camille Lacoste du Jardin. Oui, alors c'est la raison pour laquelle justement les toutes premières communications qu'il y a dans ce livre, c'est la première, c'est celle de Camille Lacoste, où il est question des chants de louanges Niflissen, et aussi les chants de guerre. Et la deuxième communication de Denise Brahimi, j'ai tenu à ce qu'elle soit en deuxième position. Elle l'a consacrée à Taous Amrouche. Donc les autres, évidemment, bon, on a vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si en fonction de l'intervenant, quand il vous dit moi je travaille sur Ben Mohamed, je ne vais pas lui dire non, il faut que tu travailles sur Aravouz Garen. Donc dans un colloque, en plus un tout premier colloque, on n'allait pas faire la fine bouche. Mais effectivement, ce que tu dis est très pertinent. Les premiers sons qu'on entend, la première berceuse qu'on entend, c'est de la bouche des femmes, etc. Et que ce soit par exemple Idir, Aït Mengelet ou Ben Mohamed, pour ne citer que les plus connus, ils ont été fabriqués par des femmes. Ils ont été tentés ils ont voulu
faire de la chanson parce que, en tout cas dans le cas d'Ait Menglet et dans le cas de Ben Mohamed, bon, ils ont été influencés par la même dame durant la guerre de libération nationale qui était dans leur région et qui chantait tout le temps les louanges des maquisards, et donc ça les a vraiment marqués. Une petite question comme ça, comment dire, à laquelle de science-fiction presque, ce colloque date de 2008. Si aujourd'hui un colloque était organisé sur la même thématique, est-ce qu'il y aurait davantage de place consacrée aux femmes chanteuses? Est-ce que le sujet a avancé? Est-ce que des travaux nouveaux apparaissent dans l'université? Depuis quelques années, effectivement, il y a beaucoup de travaux sur la chanson, peut-être un peu trop à mon goût, parce que ça devient quelque chose de facile. C'est beaucoup plus facile de travailler sur le CD ou la chanson ou l'album de X ou de Y, plutôt que d'aller dans les villages à la recherche de répertoires anciens, parce qu'il faut aller prospecter, il faut aller avoir un contact, essayer de rencontrer des gens, et peut-être que ces personnes-là, elles vont être d'accord ou pas. C'est tout un travail. Le travail de terrain, c'est quelque chose de très ingrat et en même temps de très ardu. Donc oui, effectivement, il paraît qu'il y a des travaux sur Nouara, beaucoup sur Ait Menglet. Donc il suffit que quelqu'un travaille sur un sujet, donc comme on dit. Oui, je pense que oui. D'ailleurs, même si je prends l'exemple de Matoub, il y a eu un colloque à Tizi, rien que sur Matoub, par exemple. Je pense qu'il doit y en avoir aussi pas mal au niveau de la littérature grise. Ce que j'entends par la littérature grise, c'est les mémoires de master à l'université de Tizi Ouzou ou bien de Gaïef. Donc voilà, il y a à boire et à manger dans tout ça, quoi. Il y a du bon, il y a du moins bon. Est-ce que tu peux nous dire, pour donner un peu la chronologie de ce qui transparaît dans ces différentes contributions, la chronologie un peu des 3 temps de cette chanson kabyle telle qu'elle se dégage dans ce livre, entre celle de la période des aînés, Hamadi, Khdem, etc., et celle des années 70-80, ouverte notamment par la poésie de Ben Mohamed, jusqu'à aujourd'hui? C'est vaste. C'est très vaste. Oui. C'est un historique sur un siècle ou plus, quoi. C'est ce qui ressort un peu. Oui, même oui. si évidemment, c'est peut-être qu'un survol, les choses ne sont pas aussi précisément abordées. Mais il y a quand même 3 temps qui semblent se dégager ici. Il y a, disons, les aînés, comme on les appelle, donc qu'on connaît bien, qui sont jusqu'à Talvalavah, qui a fait un petit peu la révolution, c'est-à-dire que pour lui, l'aéropage de musiciens et tout, il est venu avec sa guitare et il a imposé un style. Et donc la première génération, c'est avec des grands noms comme Slimane Azem, comme Cheikh Aravouz Geren, Aravouz Leg, Cheikh Hasnaoui, etc. Bon, j'aime pas trop citer parce que quand on cite, on en oublie forcément. Et ensuite, dans les années 70, entre la fin des années 60 et le début des années 70, il y a eu une nouvelle génération avec Farhad, avec Ait Menglet, et après Idir, les années 70. Et on sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, on a accès à il y a accès à la modernité, entre guillemets. Quand on se dit entre guillemets, ça veut dire elle est à définir, cette modernité. Et le contexte socio-historique a forcé les uns à aller vers un chemin et d'autres également. Si je prends un exemple, il y a certains chanteurs kabyles qui étaient bilingues. Par exemple,
Oui, oui, déjà, l'Anqawi, évidemment, à un moment donné, même Slimane Azem, et puis arrive un moment où il fallait se positionner. Pourquoi? Parce que chanter qu'en kabyle était une prise de position. Ne plus chanter en arabe était aussi une autre prise de position. Donc le bilinguisme avait disparu, enfin, d'une certaine manière, à l'exception un petit peu Ashli Hassan qui a persisté, puis par la suite un petit peu Jamal Alam qui par provocation s'est mis aussi à chanter en arabe. Et donc il y a aussi l'apparition de la chanson engagée. Donc des traductions, il y a des textes, il y a des chansons phares qui nous ont éduqués. Donc Lizzy Poissard de Farhat, qu'on ne nomme plus, mais je suis désolée, il fait partie de l'histoire de notre pays, de notre mémoire et de la chanson. Idir, incontestablement. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que la plupart de ces chanteurs-là qui étaient engagés, ils avaient pratiquement tous fait l'université. Et à tel point que lorsque le mouvement 80 arrive, il en essaie des groupes et des chanteurs tous les jours. La plupart des grands groupes, des bons groupes de la chanson kabyle datent des années 80. Inasliyen, Yuhurfen, Iflawen, Fagaraoula, Imnayen, etc. Il y en a plein, quoi. C'est-à-dire, le mouvement 80 a donné naissance à toute une flopée de groupes et de la bonne musique, des bonnes paroles, quoi. Et donc, jusqu'aux années 90, la suite, vous la connaissez en 90, ce qui s'est passé. Avec la décennie noire, il y a eu un raz-de-marée. Donc déjà avant, Paris était la base de repli des militants kabyles et des berbéristes, etc. Là, au niveau de la chanson, ce n'était plus que les kabyles, c'était tous les artistes algériens ont pris, sont venus ici en France. Il y a eu et là, ça c'est le sujet, ça c'est un autre sujet, un autre débat dont on parlera plus tard. Donc voilà, c'est la chanson kabyle, c'était quelque chose de très important, c'est-à-dire que là où les intellectuels ont failli, les chanteurs, eux, ont relevé le défi, si vous voulez. Enfin, les intellectuels, je préfère dire les scolarisés, j'aime bien ce terme parce que c'est le poète et peintre touareg Khawad qui le dit. C'est comme si, quand on dit scolarisé, c'est-à-dire dès qu'on va à l'école, on oublie qui on était, notre langue maternelle, qui on est, etc. Il n'a pas tout à fait tort. Moi, je déplore vraiment le fait que de nos jours, on mette trop en avant l'écriture et lorsqu'on parle de l'oralité, c'est comme si c'était une tare. Et on met en avant les États-nations et on se comporte comme si le fait que la société berbère était acéphale, c'est-à-dire sans tête mais démocratique, c'est comme s'il nous manquait quelque chose. Je suis désolée, il ne nous manquait pas quelque chose, c'est l'inverse, puisque la preuve, quand Marx était venu en Kabylie, il s'est dit, tiens, ben voilà, la société communiste que je théorisais, en fait, elle existe. Donc voilà, l'idée, c'est que les chanteurs sont, malgré eux, sont devenus des figures du sens, sont devenus des ambassadeurs, etc. Et ils représentent beaucoup de choses. Et ils le font oralement, donc ce qui fait que tout le monde le comprend. Tandis que quelqu'un, je ne sais pas si j'aime beaucoup Mouloud Mamri, j'aime beaucoup Mouloud Feraoun, est-ce que ma grand-mère avait accès à Mouloud Feraoun, à Mouloud Mamri? Non. Mais par contre, une chanson d'Idir, oui. Elle la comprend et elle la chante, une chanson, enfin tous les chanteurs. Donc ce qui fait qu'il y a cet accès direct au public et ce qui fait que bon ben
cette chanson a joué un grand rôle et en même temps, elle a joué un rôle de locomotive. Après, il y a la chanson berbère marocaine qui a suivi, les chansons de Lorès, Adel Hamzab, etc. Enfin bref. C'est-à-dire que les chanteurs ont joué un grand rôle, c'est clair, et puis il y a des chansons qui nous ont fabriqué. Quelqu'un comme, dans ma génération, par exemple, j'ai eu une discussion une fois avec Hakim ou Mousse. Oui, Mousse le groupe Zebda. Voilà, exactement. Je lui dis, vous n'avez pas le droit de massacrer comme ça les chansons d'Idir. Prenez la peine de bien articuler, d'apprendre les paroles. Il me dit, ouais, de toute façon, je ne chante pas pour je chante pour les Français. Je dis, non, vous ne chantez pas pour les Français, vous chantez d'abord pour nous. Je suis désolée, j'ai dit ça, ce sont des chansons qui nous ont fabriqués, qui nous ont élevés. C'est grâce à ces chansons-là, on s'est accroché. Tu n'as pas à la déformer, c'est pas possible. Plein d'autres chansons, ils ne comprenaient pas. Je dis non, c'est vraiment important que de bien les articuler et de faire l'effort d'apprendre le texte. Je dis, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de chanter Ne me quitte pas de Jacques Brel et de la mocher? Ah, il m'a regardé comme ça. Je dis oui, ben c'est pareil. Donc faites l'effort. Bon, par la suite, ils ont fait l'effort puisqu'il y a maintenant, ils travaillent avec un certain Rachid qui essaye de les sensibiliser. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'avant, ils disaient qu'ils chantaient du yaourt. Et quand ils sont partis en Kabylie, le public s'est marré. Le public a été bienveillant, mais il s'est vraiment bidonné. Quand ils ont dit ouais excusez-nous, c'est du yaourt, il y avait des gens qui leur ont dit non, c'est du rail. Donc du coup, ils se sont dit oui, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un petit effort. Donc voilà, ces chansons-là, c'est des monuments, c'est des chansons phares, et peut-être que les nouvelles générations ne peuvent pas comprendre ça, mais pour 3-4 générations, c'était extrêmement important. Quoique, bon, ce que je viens de dire est à nuancer. Si je prends l'exemple de Matoub, par exemple, actuellement, ceux qui écoutent le plus les chansons de Matoub et qui l'aiment beaucoup, etc., ce sont des jeunes qui sont nés après que Matoub ait été assassiné. Donc là aussi, il y a quelque chose qui se passe et qui nous dépasse. J'ai été un peu long. Non, très bien. Juste précision avant de parler de la chanson kabyle aujourd'hui, sur le passage de génération entre la génération des aînés et celle des années 70-80, il y a aussi un facteur thématique. Denise Brahimi, dans son texte consacré à Samouche, cite Jean Amrouche à propos de la littérature, qu'il définit comme pour fonction de dire et se dire. Est-ce que justement aussi dans le sorte de passage de génération, il n'y a pas aussi un phénomène qui est des modifications socio-historiques, c'est-à-dire que ce que vivait la génération des Slimane Azem, etc., et ce que vont vivre les poètes et chanteurs des années 70-80 est complètement différent, et donc les thématiques se rattachant au fait de dire et se dire sont très différentes. Pour les uns, c'est l'immigration, c'est la nostalgie du pays d'origine, voire même une forme de sentimentalisme. Pour la génération d'après l'indépendance, c'est bien entendu l'indépendance, la place faite aux langues et cultures berbères en Algérie, etc. Les thématiques changent, on va dire autre chose et on va se raconter au roman. Oui, tu as en partie répondu aussi. Dire et se dire, ça a toujours été le cas dans la chanson kabyle. Pour les migrations, la thématique de l'exil, ce sont surtout ceux qui l'ont vécu, qui peuvent en parler. Mais quoique c'est relatif aussi, moi je me souviens de mon arrière-grand-mère qui était à Alger chez nous à la maison et qui chantait, qui se sentait en exil, alors qu'elle était à 150 km de la Kabylie. Et elle regardait le mont de Sheraa et elle se plaignait au mont du Sheraa. Pour elle, c'était le Djurdjura, et donc Yadara Mdjarjar, Djerken, Harfeli, etc., etc. Donc cette notion d'exil,
c'est aussi le lot de tout, pratiquement de tous les Kabyles. Et je pense qu'il y a un continuum pan-kabyle qui tourne autour d'un triangle. Ce triangle, c'est la Kabylie, Alger, France. Kabylie, Alger, France. Maintenant, on peut ajouter la diaspora Canada. Donc, quel que soit le thème qui est chanté, forcément, il est compris, il est entendu et il est reçu par le public, quoi. C'est, je sais pas. Que ce soit la chanson de Fadela Zelia, l'unique chanson que Fadela Zelia ait chantée en kabyle, ou bien Amiroche de Rokia Alawa, ça parle à tout le monde, quoi. Mais effectivement, il y a des chanteurs qui vont avoir des sujets de prédilection. Quelqu'un comme Ait Meglet, par exemple, il a un répertoire de jeunesse, c'était l'amour, etc., qu'il a assumé, et par la suite des chansons plus engagées, et bon, graduellement, alors que il y a des chanteurs comme Idir et Slimane Azem, quoique Slimane Azem c'est assez souvent, c'est une chanson d'amour, mais quelqu'un comme Idir, par exemple, il n'a jamais chanté la thématique de l'amour, quoi. C'est quelqu'un qui avait un répertoire bien particulier. L'Asnaoui, c'était les deux. Il a chanté l'amour, il a chanté l'exil, dans les deux langues, sa langue maternelle qui était l'arabe algérien et le kabyle. Donc voilà, c'est un peu difficile de rentrer dans le détail des thématiques abordées. Mais la chanson engagée à un moment donné est très importante, excuse-moi. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, c'est qu'à un moment donné, il y avait une espèce de radio-trottoir qui était sortie en disant que lorsque Ait Meglet chantait les chansons d'amour, qu'il était très très connu, des gens disaient mais pourquoi il ne profite pas de son aura, de ses connaissances, de sa célébrité pour chanter des chansons engagées. Et on a même sorti une déhaïa, comme on dit, en disant que Farhat a donné une gifle à Ait Meglet en lui disant il faut que tu chantes. Je pense que tout le monde en a entendu parler en lui disant il faut pourquoi tu chantes pas de l'engagé puisque les gens t'aiment bien. Bon, les choses sont venues après, mais c'est du radio-trottoir, évidemment, ça n'a jamais eu lieu, quoi. Connaissant les deux personnes, je pense pas que ce genre de discussion ait pu avoir lieu. Mais donc voilà, à un moment donné, il y avait les choses qui s'imposaient, c'est-à-dire on devait chanter un certain type de répertoire et certaines thématiques. Et même on culpabilisait même certaines personnes, certains chanteurs qui continuaient à chanter la poésie d'amour ou des chansonnettes de je l'aime pas, son père ne veut pas de moi, etc. etc. Quelle place a eu la radio dans cette émergence de la chanson kabyle? Ah oui, la radio, oui, elle a joué un rôle très 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 important. C'est très dommage déjà que la radio de Vgaïev, qui a été mise en place en 1946, il n'y ait pas eu de travaux, parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions très importantes. Et la chaîne 2, alors il y a eu plusieurs chaînes 2, enfin pas plusieurs chaînes 2, mais disons plusieurs phases dans la chaîne 2. C'est pas comme de nos jours. Avant, c'était les horaires de diffusion. J'y pensais pas plus tard qu'hier soir, en pensant à ma grand-mère qui, dans son exil, elle avait pour copine, c'était son petit transistor, elle poste comme elle l'appelait, et elle regardait l'heure avec beaucoup de... Donc 6h, 8h du matin, ensuite midi, 13h, 15h, et ensuite c'était 18h, 20h. 18h, 20h, après ils ont ajouté le Mir al-Ashara. Ah oui, c'était un miracle. Quand à 22h, c'était quelque chose. Donc voilà, c'était ces petits bouts
ces petits bouts et donc la radio a ces petits bouts d'audience. Et donc la radio a été investie par des personnes qui ont essayé donc de faire passer des messages. Je pense que vous en avez parlé peut-être avec Ben qui était là. Oui, mais tout le monde n'était pas là. Vous pouvez recommencer. Et je me souviens lors de ce colloque, il y avait des personnes qui avaient dit texto, notamment Laïta Graoula qui avait dit la radio était ma deuxième mère. La radio chaîne 2, bien sûr. Donc voilà, j'espère qu'il reste encore des archives et que mais malheureusement, bon, il y avait des archives et sur ces bobines, il se rendait pas compte, mais il réenregistrait, c'est-à-dire au lieu d'archiver les émissions, eh bien, il y avait des réenregistrements qui se faisaient. D'autres qui ont pu sauver certains, il y a des bobines chez des particuliers. Et ce que je déplore, c'est qu'il n'y en ait pas eu beaucoup, il n'y a pas eu de mémoires ou de travaux qui ont été faits, à l'exception peut-être de Mohamed Helmi qui a écrit 3-4 ouvrages, mais au moins, bon, lui, il a fait ça. C'est vrai que c'est une histoire qui reste encore à faire, quoi. Dans le livre, quand même, sont cités au moins quatre artistes ou animateurs radiophoniques d'importance sur 2 générations au moins. Vous pouvez en dire 2 mots? Quelle a été leur fonction, leur rôle, en quoi leurs émissions ont été justement importantes dans la diffusion de la chanson, mais aussi dans l'émergence de nouveaux artistes. Oui, alors là, il y a une communication dans laquelle je suis revenue sur le parcours de 3 personnes, 2 connues, une 3e moins. Kamel Hamadi, que vous connaissez tous, qui est chanteur, parolier et aussi compositeur, mais qui a fait beaucoup qui a animé, il a quand même un parcours radiophonique assez important à la radio chaîne 2, bien sûr, mais pas seulement. Pas seulement, parce qu'à Radio Paris, et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an ou 2, à l'INALCO, au centre de recherche berbère, Laurence Bourdil a donné un cahier de Taous, enfin la photocopie du cahier de Taous Gauche. Elle l'a déposé au centre de recherche berbère, et puis je ne sais plus, je parlais comme ça. Et puis je disais, oui, Kamel Hamadi, il a fait de la radio avec Taous Gauche, et il y a la dame qui s'occupe de la gestion de la bibliothèque. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui. Et elle me dit, ah oui, parce que dans ces archives, on voyait que Taous Gauche, elle parlait, elle disait Kamel, et on se demandait qui était ce Kamel. J'ai dit, ce Kamel, c'est Kamel Hamadi, tout simplement, quoi. Il suffisait de demander, j'étais à côté, et on pouvait avoir cette information. Donc ils ont travaillé ensemble à Radio Paris. Ils ont fait des émissions, souvenons-nous du pays, tout comme Taous Gauche a fait aussi des émissions avec le grand Igad Bouchen, Mohamed Igad Bouchen. Donc voilà, c'est donc la première partie, c'était sur Kamel Hamadi. Comme il disait à l'époque, il disait on nous payait peu, mais on travaillait beaucoup. Donc c'est une génération de personnes qui étaient très polyvalents, animateurs, chanteurs, compositeurs, musiciens, etc. Ils pouvaient à eux seuls constituer. Si quelqu'un a besoin d'un percussionniste, il va s'improviser percussionniste. Si quelqu'un a besoin d'une guitare, pareil. Il peut aussi aller s'occuper de la billetterie. Et le deuxième, c'était donc une deuxième génération, c'était Ben Mohamed, donc le poète Ben Mohamed. Et le troisième, c'est quelqu'un que ceux qui n'ont pas écouté la radio chaîne 2 ne connaissent pas, c'est Abdelmajid Bali,
Donc Abdelmajid Bali, qui a fait une carrière de haut fonctionnaire, mais dans sa jeunesse, en fait, il a été introduit à la radio par ses oncles maternels, les fameux Tahalibi, les Toualbi. Ils étaient 3 ou 4 à faire des émissions moitié arabe, moitié, enfin disons, kabyle arabisé. Donc il a été introduit là et puis il s'est mis à faire des émissions et il avait, je ne sais plus qui l'avait remplacé, et puis il était parti au service militaire et donc en tout cas il a animé un certain nombre d'émissions. Dès qu'on lui dit d'arrêter une émission, il lui changeait de l'intitulé. Ben Mohamed faisait pareil et tout. Donc c'est dans l'une de ces émissions que Idir est né. C'est-à-dire que ce jour-là, ce soir-là, Noara devait venir chanter Sdesdayos et le soir, Noara a fait faux bond, n'était pas là, et donc il y avait ce jeune Hamid Chaliet qui avait écrit cette chanson, et donc ils avaient annoncé, ils pouvaient pas, ils avaient annoncé le titre. Et c'est comme ça que le jeune Hamid Chaliet a chanté cette Sdayras, et c'est là qu'il a pris le pseudonyme de Idir, et la suite vous la connaissez. Donc il y a, et ce qui était intéressant aussi concernant, ça je l'ai oublié, concernant Abdelmajid Bali, c'est qu'il faisait partie de la chorale de la radio. Alors la chorale est très importante, elle était animée par Madame Lafage, qui était une Française qu'on appelait l'Efessadif, et il y a toute une génération, par exemple Jida Tamshtort, Noara, il y avait 2 Noara, Noara la petite, Noara la grande, Abdelmajid Bali, etc. Toute une flopée de jeunes qui ont chanté dans le cadre de cette chorale enfantine, et cette chorale enfantine a fait ses beaux jours jusqu'au jour où on a demandé texto à Abdelmajid Bali, soit vous animez dans une autre langue que votre langue maternelle, soit vous arrêtez. Le choix était très vite fait, et donc il semblerait qu'ils aient fait une dernière émission où tout le monde pleurait à chaudes larmes. Et donc voilà, ça aussi c'est un pan méconnu de la radio, la radio Chien 2. Chez les Khadem aussi, il a fait de la radio. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est dans son Ernei Nouska, c'est une grande partie des chanteurs kabyles sont passés par là. Il y en a. Ils sont tous sortis de là, comme dirait, je ne sais plus quel était cet auteur. Cet écrivain russe qui disait nous sommes tous sortis du manteau de Gogol, donc ils sont pratiquement tous sortis de Ernei Nouska, les chanteurs de demain de Shulfredem, donc lui aussi qui était parolier, compositeur, interprète, animateur, etc. quoi. Et tous ils ont fait des allers-retours entre la France et l'Algérie. C'est pour ça que je parle d'un continuum, quoi. On peut pas dire. Ils ont fait des allers-retours constants entre les 2 rives de la Méditerranée. D'où le titre Zawiya et Olympia. Zawiya de l'autre côté, l'Olympia ici. On ne revient pas sur le livre. Dans le livre, il y a beaucoup d'éléments biographiques qui sont donnés sur tous ces artistes. Et ça, je renvoie les lecteurs ou futurs lecteurs au livre. On a vu ces 2 générations, ces 2 temps. Dans un paragraphe ou 2, lorsque vous tracez la chronologie, vous évoquez le moment présent et vous avez une vision plutôt pessimiste de ce qu'est devenu la chanson kabyle. Oui, en 2008, j'avais parlé du Zdegerdeg, du phénomène de la reprise. On peut reprendre, je ne sais pas,
On peut reprendre une chanson si nécessité il y a, mais reprendre juste pour éviter d'être créatif par paresse ou autre, et surtout, si on doit reprendre, il faut que ce soit aussi bon que l'original. Mais si c'est pour que ce soit beaucoup plus médiocre, c'est pas. Donc il y avait ce phénomène-là, puis le phénomène de Zdagardec qui vous vous souvenez tous de ce chanteur à qui on a dit mais pourquoi tu reprends telle chanson, qui avait dit c'est pour le faire connaître. C'est son aîné, Dedes, il va le faire connaître. Ça a été dit. Comment? Ça a été dit même dans un plateau de télé en plus. Oui. Dans un plateau de télé national en plus. Tout à fait. Et donc, il était question, c'était l'aîné dont il était question, c'était Achille Riafen. Il s'est vexé, il y a de quoi. Moi-même, à sa place, j'aurais pas réagi autrement. Comment dire de son aîné, c'est pour le faire connaître. C'est plutôt l'inverse que je sache. Donc voilà, c'est cette facilité d'aller vers... mais en même temps, il y a un public pour ça. Je veux dire, si ces chanteurs repriseurs, comme on dit, cartonnent, pour parler de façon familière, c'est parce qu'il y a un public aussi pour ça, quoi. Et de nos jours, moi, à mon sens, la chanson kabyle... Voilà, je vais oser le mot, elle est sinistrée, je suis désolée, mais elle est sinistrée. Et puis, avant, quand on entendait une chanson, il y avait il suffit de l'écouter pour l'identifier tout de suite. C'est quoi, qui, comment, de quelle façon, etc. Mais maintenant, on entend une chanson, par exemple, je vais croire que c'est du rail. Je vais attendre 2-3 secondes et je me rends compte qu'il y a des mots, en kabyle. Et en fait, non, c'est du kabyle. Et il y en a même qui poussent l'outrecuidance de dire « Ah, mais il y a du rail kabyle. Ah bon? Depuis quand ?» pour moi, il y a beaucoup de mimétisme. C'est comme une femme qui est rousse, elle voit une fille qui est brune ou blonde, elle voudra avoir la même coiffure, la même teinture, etc., alors que ça ne lui ira pas du tout. Et bien, c'est la même chose dans la chanson. Dès qu'on voit que quelque chose marche, un style, un genre, on veut tous aller dans ce sens-là, c'est-à-dire... Et c'est du mimétisme. Alors qu'avant, non. Avant, on avait le style de X, de Y, de Z, et ce n'est pas parce qu'ils ne se copiaient pas les uns les autres que ce qu'ils faisaient n'était pas bon, ou leur performance sur scène, ou leur CD. Plus il y avait de diversité, plus c'était bien. Là, il y a beaucoup de mimétisme, encore une fois, et il y a beaucoup d'uniformisation. Même la façon de chanter. Moi, chaque fois, je suis sidérée, par exemple, sur des pages de Facebook. Bon, déjà, dès qu'on voit une étrangère, ça je le dis parce que dès qu'on voit une étrangère chanter en kabyle, oh là là, c'est des louanges et des louanges et des louanges, mais quand c'est Ouabdia, Halima ou Adia, etc., c'est sans plus. Bon, il y a déjà ça, et ensuite, il y a une ou deux ou trois à tout casser chanteuses kabyles qui ont gardé l'âme kabyle. Sinon, les autres, elles chantent comme les citadines. Alors qu'avant, non. Les femmes kabyles, elles chantent on sent, il y a un cachet kabyle, il y a un cachet montagnard qui se ramène les cadomaran, c'est-à-dire que sa voix, enfin ses cordes vocales ont été massées avec de l'huile d'olive. Et là, elles ont une façon de chanter et tout le monde like, adore, génial et tout.
Et moi, ça me peine parce qu'il y a des techniques vocales traditionnelles, anciennes, qui sont en train d'être perdues. Et maintenant, les petites jeunes croient que chanter en kabyle, c'est comme ça que chanter en kabyle, quoi. Bon, je parle des femmes, c'est ce que je connais le mieux, mais il en est de même, hein. Il en est de même des garçons qui prennent le ton de tel chanteur arabophone, etc. La même façon, le même... alors que si je prends l'exemple de Slimane Azm ou de Idir ou de Lesnaoui, chacun a son style, chacun a sa façon de chanter, chacun a des cordes vocales, un timbre de voix. Et là, on essaie de faire pareil. Voilà, il y a ça, et tout le monde t'aime ouvrir. Voilà, on va et on emprunte et on répète. J'ai beau dire, il y a des petites jeunes à qui j'ai dit non, c'est pas comme ça quand je chante en kabyle, c'est autrement. Quand je leur dis vos cordes vocales, elles sont imprégnées par la façon de chanter citadine, elles disent non, c'est pas vrai. Je dis écoutez, mais c'est bon, c'est intégré, c'est-à-dire qu'il y a un moule dans lequel se coulent les nouvelles générations et tout le monde pense que c'est comme ça qu'il faut. Et j'en passe, hein, il n'y a pas que ça, il y a d'autres. Et malheureusement, ce qui nous manque, c'est de la critique. C'est-à-dire des personnes critiques, que les journalistes fassent leur boulot, que les critiques littéraires fassent leur boulot, que ceux qui sont dans les réseaux sociaux ou autres, et non pas encenser. On ne rend pas service à notre culture. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est... J'ai presque envie de vous dire que ça semble être un phénomène quasi universel, parce qu'on pourrait dire aussi ça d'une grande partie de la chanson française, par exemple. Oui, mais pour l'instant... on parle de la chanson kabyle, on a beaucoup à faire, quoi. Et donc, du coup, je sais pas, personnellement, j'essaye d'éviter de parler ou de donner mon avis, parce que soit on me trouve sévère, soit on me trouve... oui, mais bon, j'assume, hein, mais quand c'est bon, c'est bon. Je ne peux pas dire que ce n'est pas bon, c'est pas possible. Même si je n'aime pas la personne, même si... quand c'est bon, c'est bon. C'est vraiment, je trouve qu'on ne rend pas service à la culture, et d'une, et de deux, on induit en erreur la jeunesse. Et maintenant, dès qu'ils ont 15, 16 ans, 17 ans, ils savent tout, ils connaissent tout, ils ne demandent même pas l'avis à leurs aînés. Enfin bref, je ne sais pas quoi dire. Une question qui va complètement sortir du cadre du livre et hors sujet, avec peut-être vous n'avez pas de réponse, mais en tant que responsable associatif, on se pose la question aussi de savoir où est aujourd'hui la créativité, la capacité qu'ont des artistes, des intellectuels à donner du sens, à dire et à se dire. Si ce n'est plus la chanson kabyle qui porte cet espace de revendication, d'engagement, de dire et se dire, est-ce que vous avez décelé à travers vos travaux ou vos goûts personnels d'autres espaces de création où c'est en émergence dans l'art, dans le cinéma? Au niveau kabyle? Oui, parce que j'ai été repoussé avec ma chanson française tout à l'heure. Donc oui, reste kabyle. Oui. Sincèrement, avec mon rythme de travail, je peux pas, parce qu'il y a ici, il y a là-bas. Je suis sûre qu'il y a des gens très discrets, qui travaillent dans l'ombre, qui ont qui font du travail intéressant, qui demandent à être connus.
et puis, bon, il faut être quand même optimiste un petit peu. Et puis, il y aura toujours de la médiocrité de toute façon. Et sincèrement, je pense qu'au niveau du cinéma, il y a une émergence. Il y a des petites choses qui sont intéressantes, mais le cinéma malheureusement coûte très cher. Et au niveau de l'écriture, très sincèrement, je vous dis encore une fois, je suis un petit peu en retard parce que j'ai pour principe de choisir moi-même mes lectures, mais dès qu'on se met à parler, dès qu'il y a dès qu'on met en avant quelqu'un ou un livre ou autre, bon, je préfère me méfier, je préfère contourner, découvrir moi-même ailleurs un livre, un poème, un poète, quelqu'un de discret, plutôt que de m'engouffrer comme font beaucoup pour encenser X, Y, Z. Et je crois que c'était Melika une fois qui est ici présente, Melika Baraka, qui disait que les femmes kabyles étaient très timorées dans le sens où il n'y en a pas beaucoup qui écrivent. Est-ce qu'ils ne se mettent pas en avant? Elles sont plus dans la chanson, dans d'autres domaines, ou dans l'enseignement ou autre, mais on n'a pas vraiment de femmes qui écrivent et qui font de la bonne littérature et qui sont vraiment... c'est comme si voilà, on a eu Taoussa Amroche, oui, et en plus, qui a eu du mal à se faire reconnaître comme écrivaine et qui en a même beaucoup souffert d'ailleurs. En plus, Taoussa Amroche, quand même, c'est la génération de nos grands-mères. Un dernier mot sur Ben Mohamed avant d'échanger avec le public. J'ai appris, parce qu'avec Ben Mohamed, c'est toujours très difficile d'avoir des données un peu, que ce soit, il n'y a aucun recueil de sa poésie. Ces émissions de radio, là, vous les recensez de manière très précise, et ça manquait. Et donc, j'apprends aussi qu'il a écrit pas moins de... Donc, il a écrit sur... attendez que je retrouve mes notes. Sur 4 décennies, il a écrit pour pas moins de 18 artistes. C'est ce qui est impressionnant. Qu'est-ce qu'il représente, lui, dans cette histoire de la chanson kabyle, de cette fin du 20e et début du 21e? Là, je préfère vous orienter vers l'article, très bel article de Mohamed El Salhi de l'université de Tizi Ouzou, qui a effectivement fait un travail intéressant, qui a recensé tous les titres, tous les poèmes de Ben Mohamed qui ont été chantés par plusieurs chanteurs. Et effectivement, je suis aussi étonnée que vous d'apprendre que le fameux livre n'est toujours pas, que ça fait une trentaine d'années qu'il a été annoncé. Bon, c'est dommage quand même que ça prenne autant de retard. Oui, non, c'est difficile. On a travaillé avec lui, y compris avec Amar qui est présent ici dans la salle, notamment pour la mise en place d'une exposition autour de ses poèmes. Ces poèmes sont complètement éparpillés. Je pense qu'il n'a pas connaissance de tous les lieux ou de tous les endroits où il se trouve, et que effectivement colliger un peu sa poésie pour en faire un recueil, un volume, serait nécessaire. Ce que je ne comprends pas, c'est que la personne qui devait s'en occuper, c'est Ramdan Achab, qui est quand même qui est un bon transcripteur, un bon traducteur aussi, et qui était éditeur. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quelques ennuis. Oui. Oui, sûrement, certainement, il doit y avoir des raisons objectives, mais bon, c'est un projet qui tarde. Oui. Je vais vous demander de lire un petit passage qui va nous introduire sur une dernière question qui est liée à la fameuse chanson Avaray Nova. Donc là, c'est un extrait qui retrace une rencontre. C'est-à-dire pendant le colloque, il n'y avait pas que le colloque, mais il nous arrivait de sortir et de déambuler.
Et donc là, je vais vous lire ce texte. Donc ce texte était déjà écrit et en grande partie lu lors de la première matinée du colloque Regard croisé sur la chanson kabyle. Une rencontre lors d'une déambulation au Cap Carbon est venue confirmer d'une certaine manière les lignes qui suivent. Au 4e jour du festival, le noyau des intervenants au colloque, Claude Lefébure, Abdelmajid Bali, Ben Mohamed et moi, ainsi que Sadia Salghi, Velaïdat Mouchran, Djifeg Laoula et Jamal Wali sont sortis pour nous aérer et redécouvrir les alentours de la ville. En empruntant un des chemins qui descend vers le célèbre cap, nous croisons un groupe de personnes, dont un enfant de 10 ans. Nous nous saluons et Abdelmajid Bali présente alors le groupe. Donc Abdelmajid Bali nous présente à ses promeneurs et leur dit Wagil Velaïtek Raoula, Wagil, etc. et tout. Arrivé à Ben Mohamed, il dit, et celui-là c'est Ben Mohamed, le poète, celui qui a écrit Vavaïnova. Et là, le petit garçon de 10 ans, il est interloqué et il nous dit vous connaissez dire, vous connaissez dire, vous connaissez dire. Et puis au bout d'un moment, il éclate en sanglots. Donc, puis comme sous l'effet d'une nouvelle qui le foudroie, il fond subitement en larmes. Instant de figement, tous les regards se portent sur ce visage angélique et nul ne dit mot. La scène est saisissante. Hakim, 10 ans, est tellement ému et bouleversé de rencontrer l'auteur d'une chanson phare qu'il est pris de sanglots qui le secouent fortement. Synchronisation oblige. Ben Mohamed, le sexagénaire, s'y met aussi, et de concert, le poète et l'enfant pleurent, tandis que nous autres retenons nos larmes, tout en prodiguant des gestes de tendresse à Hakim. Vavaïnova vole au secours du groupe. Tous ensemble, avec le petit garçon toujours sanglotant, nous chantons le fameux titre. Hakim, comme pour nous faire plaisir ou s'excuser pour la vive émotion qu'il a déclenchée, s'exécute entre deux soupirs. La chanson ravive l'émotion et l'attise encore plus. Le petit garçon a du mal à la terminer et sanglote de plus belle. Sa bonne élocution sème le doute. Vient-il de France ou bien vit-il en Algérie, quelque part dans l'Akfadou? Enfant de Vitry, banlieue parisienne, Hakim est là en vacances pour peu de jours avec son père. Voilà le passage. Pour être né à Vitry, il parlait mieux kabyle apparemment que Hakim Emous, deuxième dame. Tout à fait. D'accord. Alors ce texte introduit, ce passage introduit un texte que vous consacrez à Vavaïnova. Alors de quoi parle Vavaïnova et comment expliquer le succès de Vavaïnova? Déjà, le succès de Vavaïnova, d'abord, c'est un conte. Et un conte, c'est un conte séculaire, pour ne pas dire millénaire. Il est chargé de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Et le refrain lui-même, il est issu de ce conte. Ensuite vous avez la rencontre de deux grands créateurs. Idir avec la mélodie et Ben Mohamed avec sa poésie. Et sa poésie, c'est quoi? Ce sont deux grands couplets. Le premier, il parle de... il est question dans le premier couplet d'une maison kabyle. À l'intérieur, ce qu'il y a, c'est un monde, le foyer traditionnel kabyle. Et dans le deuxième, il est question de l'extérieur de cette même... Enfin, l'extérieur, c'est-à-dire la Kabylie. Et il y a aussi la magie et de l'interprétation. L'interprétation de la chanson. On connaît cette chanson avec la voix douce de Idir, très juste. C'est l'une des rares voix d'ailleurs. Idir et Slimane Azem, ce sont les rares voix qui sont claires, limpides et très justes. Et la voix de Zahra aussi. On a tous été désarçonnés quand Idir a repris dans les années 90
quand il a repris Dainova avec d'autres voix, on a tellement été habitués à la voix de Zahra que c'était très difficile pour nous et puis il y a des choses qui se passent inconsciemment, et ça, bon, d'inconscient à inconscient, de chacun de nous a son Dainova dans sa tête, dans son cœur, dans sa mémoire. Mais d'abord et avant tout, je pense que c'est la magie du conte. Si on va donner la parole à la salle, si vous bien, je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour ce travail. Il est vrai qu'on doit d'abord lire le livre pour mieux illustrer les choses, mais c'est-à-dire la chronologie, comment elle a été abordée. Merci beaucoup. C'est-à-dire, moi j'ai deux questions en fait, mais bon, comme vous l'avez bien dit vous-même, on ne peut pas citer tout le monde. Mais je pense que sur ces parties qu'a vécu ou qu'a connu la chaîne 2, c'est-à-dire en tant que... Parce qu'on n'avait pas de production, pas comme maintenant. Mais bon, on a reculé, on n'a pas avancé, du moins. Est-ce qu'il est important d'écrire aussi, ou bien vous l'avez en tête, parce que je pense qu'il faudra des gens comme vous, comme ça, qui font un travail d'une manière rationnelle, parce que faire du n'importe quoi et écrire n'importe comment, c'est pas ce qui manque, hein, voilà. Aborder la question des chorales féminines, c'est-à-dire qui a été après cette chorale justement qui était avec Majid Bali. Donc il y a une deuxième étape. Je pense que c'est la génération de Melika Domaran et d'autres. Donc c'était des choristes qui étaient dans des lycées à Tizi Ouzou, que Ben Hanafi justement a pu remettre au chant. Donc je pense que c'est une partie très importante aussi. Est-ce que vous avez l'idée ou l'intention d'écrire justement sur cette chanson féminine du moins, et ce personnage qui est Ben Hanafi? Voilà. Ma deuxième question, c'est une question assez... c'est-à-dire en parlant justement de ces reprises justement de ce vide, si je pourrais dire ça, qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire quels sont les raccourcis ou bien qui sont les chemins que nous pouvons prendre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme vous le disiez, l'imitation tue la création, et le plus grand souci que nous vivons aujourd'hui, il y a des jeunes de très belles voix, mais le problème en fait c'est les producteurs eux-mêmes. Ils ne veulent pas. Les producteurs en ce moment, ils te prennent au studio, c'est comme si en fait fabriquaient un humain. Ils te disent soit tu chantes cette reprise, et maintenant c'est même les producteurs qui choisissent la reprise. Sinon, on ne te produit pas et tu les intéresses pas. Voilà. Donc je ne sais pas comment nous pouvons avoir des raccourcis pour au moins éviter, au moins encourager un peu la création. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux questions. Oui, effectivement, pour les chorales, oui, vous avez très très bien fait d'en parler. Moi-même, j'ai été bercée et c'était des moments sublimes lorsque les filles, les chorales de lycée Améroche, lycée Khamsa et lycée Fadma Soumal, c'est ça, les trois, qui passaient régulièrement, régulièrement, elles passaient de temps à autre à la télé, et elles avaient de très très belles voix. C'était des chansons soit traditionnelles, soit qu'elles-mêmes elles avaient écrites, et il y avait parmi elles Melika Doma. Elle n'était pas sur scène avec elle, mais elle fait partie de celles qui... Sur les enregistrements radio, elle était, hein, parce que... pas à la télé. À la télé, non. Oui, parce qu'une fois, c'était un très beau souvenir à lequel j'ai assisté.
Donc, elles ont rendu hommage à Hanafi, donc elles ont toutes chanté ensemble. Il y a eu un enregistrement quand même, 2 cassettes, Tout à fait. enregistrées par Mohamed Hanafi, effectivement, oui, tout à fait. Je ne sais pas ce qu'elles deviennent ces femmes, mais bon, c'est vrai que ça aussi, ça aurait été intéressant de travailler sur la motivation de ces filles, comment elles répétaient, comment elles ont été amenées à passer à la radio et tout. Maintenant, pour revenir à la deuxième question, effectivement, oui, mais ce que vous soulevez, il existe dans tous les, C'est ça. dans tous les domaines et dans tous les pays. C'est pareil, hein, même au niveau de l'édition, l'éditeur, je sais pas, j'ai écrit un roman qui trouve pas preneur parce que le titre ne leur convient pas. Mais par contre, si je mets moi, Rachida, musulmane, voilée, violée, etc., oui, là, ils vont tout de suite et ça va cartonner, ça va devenir un best-seller et je passerai sur tous les plateaux de télé. Donc c'est effectivement, je pense que la façon de résister, c'est d'aller à l'encontre de cela et de contrer la médiocrité, c'est d'encourager la création dans tous les domaines. Et un jour ou l'autre, de toute façon, ça finit par payer, quoi. Il y aura toujours un producteur, un mécène, un éditeur qui voudra aider, ou du moins, même s'il n'y a pas tout ça, il pourrait y avoir, je ne sais pas, un chanteur très connu qui va être le mentor ou Rome ne s'est pas faite en un jour, hein. Si on cherche la facilité, si on veut tout de suite, non, il faut ramer un petit peu. C'est comme même pour pour tout ce qui est traditionnel. Bon, il y a des personnes qui ont de très très beaux répertoires, mais bon, faute de production, faute de moyens faute d'éditeurs, vous avez soit Amazon, soit l'auto-édition, soit que ça pourrisse dans les tiroirs, quoi. Donc il faut savoir tirer son épingle du jeu, quoi. Mais imputer la responsabilité au seul producteur, non. C'est aussi aux jeunes de s'imposer, de dire non, c'est pas mon genre, non, c'est pas mon style, non. Et puis si on a juste une belle voix mais qu'on ne sait pas écrire ni composer, il y a suffisamment de paroliers, suffisamment de compositeurs. On peut demander à des personnes de leur écrire et surtout essayer d'éviter la voix de la mode, quoi, comme Al-Han wa Shabab en Algérie, ou ici Voice, ou je sais pas trop quoi, enfin bref, tous ces trucs, tous ces gadgets où on montre aux jeunes de 18-19 ans, voilà, tu passes télécrochet, tu décroches un contrat et c'est parti, et ta carrière, non, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi, si vraiment on veut être dans une mission saine, noble et travailler dans la dignité. Bonsoir tout le monde. J'ai deux questions à poser. La première, les zaouïas en Kabylie peuvent-elles être considérées comme un repère culturel? La deuxième, quel impact positif et négatif ont-elles eu sur la culture et la langue kabylie? Merci. Les zaouïas, de fait, c'est des lieux de culture, quoi. C'est de culture religieuse, culture mystique, culture soufie. Si je prends l'exemple, c'est pas que de culture aussi, hein, c'est des lieux de thérapie. Avant, on n'avait pas de psychiatre, ni de psychanalyste, ni c'est le peuple. Ils allaient le jeudi soir dans le cadre de la hadra, jusqu'au petit matin, et puis le lendemain, on rentre chez soi. Qu'on ait eu
quel que soit donc c'est des lieux de vie, des lieux où s'exprime l'islam populaire, c'est aussi des lieux de culture. Et j'en veux pour preuve la zaouia de Hajj al-Qasim, où c'est vraiment un lieu de culture et de musique. C'est un lieu soufi, certes, mais et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des travaux sur cette zaouia, il devrait y en avoir, parce que c'est quand même un lieu où l'expression musicale est vraiment très, très importante. Donc, quelqu'un comme Brahim Mizri est le fruit de cette zaouia. La deuxième question, c'était quoi? Excusez-moi. Sur l'influence positive ou négative sur la langue, sur la culture. De la zaouia? Oui. Je sais pas. La deuxième partie de votre question. La deuxième, quel impact positif et négatif ont eu sur la culture et la langue kabyle? Et impact positif et négatif. Moi, ce que je peux dire sur les zaouia, je peux dire deux choses très importantes. Si je prends la confrérie Farah Manif, que ce soit en 54-57, c'est-à-dire quand il y a eu le Hajj Ammar, Farman Soumel, etc., ou bien en 1871, c'est les adeptes, ce qu'on appelle les adeptes de la confrérie, qui ont formé des contingents pour lutter à cette époque-là. Et la preuve, c'est qu'en 57, la zaouia des Esmaïl était fermée après 57. Ensuite, c'est passé de la Kabylie du Durdura à la Kabylie de la Soumane. Donc, la Kabylie de la Soumane, donc vous connaissez tous Douk. Donc, en 1871, avec le Hajj Moukarani, les frères Moukarani et Ahedder, père et fils. C'est suite à 1871 que cette confrérie, l'établissement, la zaouia, a été fermé, et puis tous les biens séquestrés, tout le reste, vous connaissez la suite. Et je me réfère surtout à la thèse de Mohamed Ibrahim Salhi, qui a beaucoup travaillé sur la zaouia Farah Manif, où il disait que les membres de la confrérie étaient suivis à la trace par les services secrets de l'époque. C'est-à-dire que... Pourquoi? Parce que à l'époque, les Khouan, c'était... la plupart, c'était des soldats qui ont fait partie donc, des deux insurrections. Donc je comprends à peu près ce que vous voulez sous-entendre par vos questions. Je suis désolée, ça fait partie de notre culture, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit... je pense qu'il faut regarder froidement sa culture avec un regard lucide, un regard critique, et non pas trier, dire ça c'est pas moi, je vais là, ça je garde, ça j'invente, ça c'est d'avoir ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche, la culture. La culture, c'est un tout, c'est comme ça, nous sommes le produit de l'histoire. Et voilà, quoi, c'est... Déjà, il y a de la transmission. Évidemment. Bonsoir. J'ai une question. Déjà, je vous remercie pour cette conférence. Bon, ma question, c'est comment les rapports de chant en kabylie influencent-ils la production, la diffusion et la réception de la chanson féminine, et en quoi ces dynamiques expliquent-elles son recul relatif, assistant à une disparition ou à une recomposition, ce qui veut dire hybridation des styles, nouvelles formes d'expression de cette chanson. Merci. D'accord. Non, pas lire. Non, je ne veux pas de ChatGPT. Je suis désolée. Non, c'est pas de ChatGPT. Non, mais même. Je vous assure, c'est un ami qui a écouté le direct qui a posé cette question. Voilà. D'accord, mais vous me le résumez parce que j'ai perdu le fil au bout d'un moment. D'accord.
Alors, comment les rapports de genre en Kabylie influencent-ils la production et la diffusion de la réception Le rapport de qui? de genre. Genre sur la production de la chanson féminine. Genre masculin et féminin, oui, exactement. Je sais pas comment. Oui, oui. Donc, je pense qu'il y a plus de chanteurs masculins qui apparaissent, plus que les femmes, que les chanteuses. Voilà. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Les femmes doivent paraître aussi, hein? Bah, elles paraissent. Ouais, de plus en plus. Tout dépend Est-ce que c'est ce que quand vous dites paraissent, c'est lorsqu'elles font une carrière et qu'elles deviennent chanteuses et avec un nom, etc., ou bien tout simplement dans la culture au quotidien, quoi, je veux dire. Je pense les deux. Bon, dans la culture quotidienne, je pense que moi-même j'ai grandi avec les chansons de ma grand-mère. Elle chantait, c'était pas des chansons qu'elle reprenait, c'est elle-même qui créait des poèmes et tout. Ah, mais c'est ça qui est le plus intéressant, c'est ça la culture vivante. Parce que c'est pour ça que je vous pose la question. C'est que dans les villages, quand il y a un deuil, c'est les femmes. C'est les femmes qui chantent toute la journée jusqu'à le soir, c'est les hommes. Il y a un mariage, une circoncision, etc. et autres, les femmes, elles sont là. Elles chantent, c'est ça, la culture vivante au quotidien, c'est ça. Maintenant, si on considère que la culture, c'est que ce qui est visible, c'est-à-dire des personnes qui font carrière et qui se montrent, c'est-à-dire qui deviennent vraiment des chanteurs professionnels, voilà. Ça, c'est ce que j'appelle la chanson professionnelle, mais tandis que les femmes, elles ont toujours chanté, continueront à chanter. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de visibilité justement dans le côté professionnel? Visibilité sur quel plan? Moi, j'en vois plein, hein, autant que chanteurs. J'en vois plein de chanteuses qui chantent. Maintenant, est-ce qu'on doit il y a eu une période, oui, où c'était difficile qu'il y ait des femmes, que les femmes chantent. Maintenant, bon, c'est plus le cas. Oui, il y a eu quand on prend Hanifa ou Sherifa, et d'ailleurs à un moment donné, les toutes premières chorales féminines, c'était plus des femmes qui étaient originaire de la Kabylie orientale et pas du tout occidentale. C'est par la suite que c'est venu. Et c'était donc l'Ayamina, etc. Hein? Oui, le Jidda Tanqant, le Jidda Tanqant, etc. Et ça aussi, il n'y a pas eu de travaux pour montrer pourquoi spécifiquement ces femmes-là et pas. Avant, c'était même pas une question de femmes ou d'hommes, c'était une question tout court. Devenir chanteur professionnel était très mal vécu, très mal vu. Certains ont même se sont donné un pseudonyme, et Idir lui-même en personne disait: mon père vivant, je n'aurais jamais chanté. Il l'a assumé, il l'a dit. Il a dit: moi, mon père vivant, je n'aurais jamais chanté. Parce que bon, il y a une telle prise, une telle. Et lui-même, hein, il a pris le nom de Hamid, plutôt le nom de Idir. Pendant des mois, sa mère, elle l'écoutait, elle lui disait: ah, Pchichéguien. Elle ne savait pas que c'était son fils. C'est par la suite qu'elle a su que bon, le Idir n'était autre que son Hamid, quoi. Mais en tout cas, merci à Farida de t'impliquer dans l'écriture dans ce domaine, parce que je pense que comme on a une culture orale, c'est notre seul patrimoine culturel. C'est le chant. C'est le chant. On n'a pas de littérature comme en France. On n'a pas de Rabelais, Victor Hugo qui a écrit de la littérature. Notre littérature, tout ce qui a trait à l'expression de ce que nous sommes, c'est par la poésie et par le chant.
Donc ça, c'est important, ça, c'est vraiment la quintessence de notre culture. Et merci de t'y intéresser parce que je trouve qu'on ne s'y intéresse pas assez. On a l'impression que c'est un domaine un peu comme ça ne valorise pas la personne, alors que c'est ça l'essentiel. C'est ça notre patrimoine. Et par rapport aux différentes étapes, elles sont très intéressantes. Et d'ailleurs, je rejoins un petit peu votre remarque, c'est qu'on n'est pas les seuls, effectivement, même ici en France, il y a eu une période où il y a eu une éclosion de talents, Jacques Brel, Ferrat, etc., Brassens et tout. Comme nous, on a eu cette floraison-là qu'on a eue, et puis après, bon, ça s'est un peu perdu. Ça va peut-être revenir, hein. Ça va peut-être revenir, mais il y a quand même quelques pépites en ce moment. Il y a les Amran, il y a l'Ahlou, il y a quelques-uns. Et moi, quand je suis en voiture, je mets en Tinéa la radio, là. Et j'ai un peu perdu pied par rapport à tout ce qui est chant. Hein. Je sais que maintenant, c'est la chanson, comme tu dis, de la chanson de danse, d'ambiance. Mais quand j'écoute, je mets par exemple 1 heure de trajet, en 1 heure, il m'arrive d'écouter 1 ou 2 chansons tout à fait singulières, étonnantes, de modernité, et que je trouve excellentes, enfin exceptionnelles en kabyle, par des jeunes qui vivent leur modernité, soit ici, soit là-bas, mais en s'exprimant de façon à nous faire comprendre leur malaise, etc. Et de façon franchement très pertinente et artistique aussi. Il y a aussi la mélodie. Malheureusement, j'essaie de retenir le nom, j'y arrive pas. Avec mon âge, je perds la mémoire. Mais il y a quelques pépites. Il y a quand même des gens à repérer comme ça. Et j'avoue que globalement, je me dis, avec cette chanson, Al-Lawa, tout ce qui fait chanter, tout ça, et danser, parfois je me dis, il vaut mieux ça que rien. Parce que, vu la régression dans laquelle on vit actuellement, les jeunes ici, les ici, dans les banlieues, etc., qui sont pris par ces mélodies de danse et tout, au moins ils répètent les mots, ils répètent les chansons, et c'est du kabyle. Quoi qu'on dise, c'est du kabyle, et ils chantent, ils dansent là-dessus, ça fait quand même encore vivre ce chant. On va prendre ça, quand même, de positif. Moi, je crois qu'il ne faut pas tout jeter, il faut attendre qu'il y ait peut-être une autre évolution de la chanson kabyle, qu'il y ait encore une espèce d'épisode de créativité, parce qu'on est arrivé à une époque historique comme celle qu'on a vécue, où les gens ont besoin d'exprimer quelque chose, on va voir ça. Mais je pense que si cette chanson est là encore, c'est déjà bien, et elle prend, et elle existe, elle prend de la place, de l'espace. Dans tout, par exemple, quand il y a la fête de la musique, il y a de grands espaces où il y a de la musique kabyle qui est là à Paris, et il y a plein de jeunes. Moi, je suis étonnée de voir tous ces jeunes, plutôt des jeunes cadres, quand je les vois sur des vidéos, reprendre les chansons, etc. Et ça chante et ça danse. Qu'elles soient des chansons de danse ou même des anciennes, ils les connaissent. Hein. Donc le chant kabyle, etc., c'est éminemment important. Et je te rejoins qu'il faut vraiment retravailler là-dessus. Parce que c'est important. Maintenant, juste pour la remarque là pour les femmes, effectivement, je crois qu'on a eu une conversation comme ça, mais c'était par rapport aux femmes écrivaines. Quand il y a eu Mouloud Ferraoun, les gens qui ont écrit, qui ont été formés à l'école française et qui ont commencé à écrire. Il n'y avait pas de femmes. Il y avait donc Fatma Mousseau qui a écrit l'histoire de sa vie. Elle sait pas, alors que de l'autre côté arabophone, il y a eu, même un peu plus tard, mais enfin bon, il y avait Assia Djoubar, il y a le Chakra, etc. Elles sont moins inhibées pour parler d'elles-mêmes en tant que femmes. Nous, c'est compliqué. Nous, c'est les Kabyles, les femmes kabyles, c'était compliqué de parler d'elles-mêmes,
de leurs sentiments, etc. Elle peut raconter l'histoire de sa vie de façon comme ça, avec une espèce d'espace. Mais maintenant, elles se sont rattrapées. J'ai vu qu'il y a beaucoup de littérature, et en kabyle, de jeunes femmes, j'en ai lu un qui me paraît vraiment... non, il y a une nouvelle génération de jeunes femmes qui écrivent en français et en kabyle. Et même j'ai vu 2 ou 3 femmes, des femmes au foyer, d'intérieur, hein, qui veulent écrire et qui, elles-mêmes, elles écrivent. Puisqu'elles voulaient apprendre, elles voulaient s'exprimer en écrivant, elles sont parties à l'école. Moi, j'ai lu l'histoire d'une dame, c'était ça. Et elle écrit. Elle écrit des histoires, elle écrit son propre histoire. Je crois qu'il y a quand même des choses positives, même si on est dans un environnement un peu qui nous rend triste, mais il y a des choses un peu positives. Oui, que les choses bougent, oui, elles bougent. Merci. Merci, Yannick. Oui, brièvement. Je peux parler sur les micro, je pense. Non. Parce que le temps passe. Juste, merci infiniment pour la conférence. Merci beaucoup d'avoir invité Farida, ou à celui qui l'a invité. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai l'impression, c'est comme si on fait débuter la chanson kabyle juste à partir du moment qu'il y a eu enregistrement. Alors que il me semble qu'il y a toute une histoire. Il doit y avoir certainement une histoire très profonde qu'on ne connaît pas assez. Voilà. Merci. Écoutez, alors, merci Farida. Je vous invite à nous retrouver à l'étage pour partager un verre et vous faire dédicacer le livre de Farida.